Aujourd'hui, grâce à l'avancée technologique rapide, le domaine spatial évolue de plus en plus rapidement et de nouveaux organismes ou entreprises privées apparaissent pour tirer profit de ces technologies. Or, avancée technologique va de pair avec économie et profit. Elle est donc propice à la concurrence. Avec de nouveaux acteurs sur le marché spatial, il est plus facile de se détacher des organismes nationaux et internationaux à contrôle gouvernemental tels que la NASA ou encore Roscosmos pour la Russie. Avec donc de nouveaux acteurs entrant sur le domaine spatial, l'offre devient plus importante en sachant que beaucoup de demandes est actuellement présente dans ce secteur. Selon la relation offre-demande, les clients sont prêts à payer plus pour avoir une place pour un lancement proche. Or, la NASA a court de lanceurs, la Russie avec son Proton et Soyouz, et Ariane Group avec son Ariane 5, la demande forte et la faible offre de lancement ne garantissaient pas une cadence de tir suffisante. En 2001, les prémices de ce qui s'annonçait la révolution technologique spatiale étaient déjà dans les esprits. La réutilisation. Effectivement, aussi peu semblable qu'il peut y paraître, l'idée de la réutilisation des lanceurs se fait tôt dans l'histoire du New Space. La Russie se projette sur le projet Baïkal, un premier étage de fusée qui, grâce à des gouvernes et des ailes à la manière d'un avion, est censé revenir sur son tarmac après son décollage. Les amortissements économiques jugés par la Russie étaient de l'ordre de 30 à 50%. Le projet a été abandonné car le développement était trop cher et la Russie n'a plus les moyens de continuer son développement. La NASA, avec sa navette spatiale, faisait aussi de la réutilisation. Ses boosters étaient récupérés ainsi que la navette et ses moteurs. Le problème avec la navette spatiale, c'est son réservoir gigantesque qui est perdu. Bien que ce ne soit pas l'intérêt principal de la réutilisation, elle figure comme pièce importante. La complexité de cet engin magnifique était cependant trop lourde. Les réparations ainsi que l'entretien de la navette faisaient que des charges économiques étaient trop fortes et les économies liées à la récupération n'amortissaient pas beaucoup. De plus, les raisons sécuritaires étaient aussi déplorables. Depuis 2011 et la fin des navettes spatiales américaines, la NASA n'a plus moyen d'envoyer des astronautes dans l'espace. Le nombre de lanceurs en déclin, la NASA doit donc se positionner de plus en plus vers des acteurs extérieurs, comme Ariane ou ULA par exemple, et devient de plus en plus cliente au lieu d'être l'acteur principal des lancements de ses propres satellites et sondes. Au final, la NASA entière est paralysée et ne contient presque plus les ressources pour être dépendante à l'espace, que ce soit au niveau satellitaire ou d'astronautes. C'est à partir de ce moment-là que les entreprises privées vont commencer à prendre place. Au départ, extrêmement minime. Le 6 mai 2002, Elon Musk, millionnaire à ce moment-là, conçoit SpaceX. Le but est de réduire les coûts de l'accès à l'espace en faisant de la réutilisation un peu comme sur le modèle Baïkal. Mais le premier intérêt n'est pas de s'occuper du plus difficile au départ. Le but premier est d'avoir un lanceur. Effectivement, l'ère des navettes spatiales n'est pour le moment pas sur son déclin. SpaceX fait tranquillement son lanceur Falcon 1 sans trop de pression. SpaceX ne se presse pas et préfère prendre son temps à bien configurer et penser ses fusées intégralement grâce à ses propres fonds. Une grande première, mais qui ne fait peu de bruit dans le domaine. Le premier lancement de test de la Falcon 1 était prévu pour septembre 2005, mais à la suite de reports, elle fut repoussée pour le 24 mars 2006. La Falcon 1 servait à développer les futurs moteurs de Falcon 9 et à tester des systèmes. La fusée décolle et suite à une fuite de carburant, l'approvisionnement en hélium est coupé et le carburant s'enflamme. La fusée explose 1 minute après le décollage. Les deux Falcon 1 suivantes furent aussi des échecs, les fonds de SpaceX s'épuisent. Ce quatrième lancement est prévu pour le 28 septembre 2008. Et pour une fois, tout fonctionne à la perfection. Une tentative de récupération à base de parachute est testée mais sans succès. SpaceX affirme donc sa volonté de vouloir récupérer ses lanceurs et de baisser le coût de l'accès à l'espace. De son côté, Blue Origin, dans la même optique que SpaceX, est créé en l'an 2000. Cependant, le développement est très lent. Grâce à l'annonce du retrait de la navette américaine en 2011, le secteur privé accélère rapidement et évolue, monte en puissance rapidement. En 2008, SpaceX reçoit une belle enveloppe de 1,6 milliard de dollars pour le ravitaillement de l'ISS. La Falcon 9 accélère alors encore plus son développement. Au début des années 2010, SpaceX et Blue Origin sont sélectionnés pour emmener des astronautes dans l'ISS.
Des budgets sont alors alloués aux deux entreprises, mais Blue Origin, par la lenteur de son développement et la direction du tourisme spatial qu'elle prend, est écartée du projet. Tandis que SpaceX fait voler sa première version de la fusée Falcon 9, Blue Origin teste les systèmes de secours de sa capsule pour le tourisme spatial. SpaceX, avec son nouveau lanceur flambant neuf, réussit 5 missions, mais les performances attendues ne sont sensiblement pas celles qui sont réalisées par cette version du lanceur. C'est alors que SpaceX développe son lanceur Falcon 9 V1.1. Et là, l'entreprise prend une ampleur encore plus importante avec 60% d'efficacité en plus. L'entreprise fait des tests de rentrée atmosphérique et des systèmes pour y atterrir. En parallèle, de 2012 à 2013, Grasshopper réussit ses tests et les technologies récoltées vont être incluses dans la Falcon 9 plus tard. Le 30 septembre 2013, juste après le retrait de Grasshopper, SpaceX tente son premier amérissage en douceur avec la version 1.1. Elle se solde par un échec. Tandis que Blue Origin continue son développement autour du tourisme spatial, le 23 novembre 2015, Blue Origin arrive à poser son premier étage de fusée au sol. Une première historique. Les acteurs spatiaux sont sur le cul de cet exploit. C'est une image exceptionnelle. Pour la première fois, le retour sur Terre d'une fusée après un vol à la limite de l'espace. Propulsée à plus de 100 km de la Terre, elle redescend à plus de 7000 km/h et revient se poser exactement sur son pas de tir. Et un mois plus tard, le 22 décembre 2015, SpaceX tente sa première récupération au sol, et ça marche aussi. LZ-1, the Falcon is landed. Landing operators movement procedure 11.100, section 3 on LZ-1 VNet, recovery net. La taille de fusée est totalement différente et là il s'agit clairement d'un exploit beaucoup plus impressionnant que Blue Origin, à qui la vedette est volée par SpaceX. Le monde spatial est ébranlé par cette réussite. Les deux entreprises souhaitent réduire significativement les prix des lancements. Et ça marche. Actuellement, on ne connaît pas les économies faites sur ces réutilisations, mais elles sont beaucoup plus importantes que la navette spatiale et fait un souffle de concurrence aux autres lanceurs. SpaceX, aujourd'hui, a le monopole des lancements américains. Bientôt, grâce à SpaceX et Boeing, des astronautes américains retourneront dans l'espace avec des fusées américaines. Mais alors, que va devenir le futur du spatial? Aujourd'hui, plein d'entreprises privées naissent dans ce domaine et la technologie du lanceur réutilisable commence doucement à venir un peu de partout. Or, les lanceurs réutilisables permettent une meilleure cadence de tir. Donc, dans le futur, il faut s'attendre à une industrialisation massive du domaine spatial. De plus, avec la Chine qui a l'ambition de faire des lanceurs réutilisables et d'envoyer des hommes sur la Lune, une possible course à la Lune se lance entre les USA.
et la Chine.